plus d'un million d'années. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Spéciale parce que confinement oblige, je n'ai pas de quoi filmer, à part mon portable, mais bon, niveau setup, j'aimerais éviter le bricolage, donc ça sera une vidéo à l'ancienne uniquement en audio. Aujourd'hui néanmoins, ça ne sera pas une vidéo Kelicera Time, mais une vidéo inspirée par vous. En effet, sur Twitter, il y a un challenge dessin qui a bien marché il y a quelques semaines, et que j'ai terminé il y a quelques jours avant la sortie de cette vidéo, cherchez pas, je suis lente, qui consistait à faire 6 fanarts de personnages proposés par les gens. Sauf que bon, les dérives vont pas tarder, et perso je vous ai demandé des arthropodes. Et clairement j'ai pas été déçu, parce que c'est pas 6, mais bien 18 propositions que vous m'avez données, que ce soit par Twitter, Discord, Instagram ou Messenger. Et encore merci à vous, c'était super cool de me faire sortir de mes carcans habituels, vu que je dessine assez peu les insectes par exemple. Mais bon, j'allais pas en rester là, parce que dans mes envies sur la chaîne, j'avais de vous parler d'évolution des arthropodes d'une manière un peu plus générale. Et vous tombez à pic, puisqu'on va utiliser les bestioles que vous m'avez proposées pour ça. Et on va remonter l'évolution des arthropodes. Étant donné qu'il y a quelques bestioles, c'est un sujet qui fait l'office non pas d'une mais de 2 vidéos. Ce YDMA est donc divisé en 2, les insectes et les arachnides seront traités dans un deuxième temps étant donné qu'ils représentent la moitié du lot d'espèces abordées. D'habitude j'aime pas faire ça, mais quand je me suis rendu compte de la durée, que l'arbre comportait un branchement faux, que je passais très vite sur certaines infos, qu'il y a 2 noms que j'avais mal prononcés, c'était le meilleur choix pour vous comme pour moi. Par contre, quelques précisions qui me semblent importantes avant d'attaquer. La première, c'est que c'est une vidéo générale, donc contrairement à ce que je fais avec Kelicera Time, ici on ne rentrera absolument pas dans tous les détails, et encore moins au niveau des arachnides vu qu'ils seront largement traités dans les Kelicera Time. Deuxièmement, c'est que ce que je vais vous raconter est incomplet à certains endroits vu que certains groupes importants n'ont pas été représentés dans vos propositions. Par exemple pour les insectes, 4 représentants, c'est loin d'être assez pour représenter tout le groupe. En bref, le but c'est pas de vous dresser un portrait détaillé de l'évolution des arthropodes, mais plutôt de voyager parmi les animaux que vous avez proposés pour en avoir un aperçu de leur diversité. Ce qui fait qu'au niveau des relations de parenté entre les groupes, pour ces 2 vidéos, je vais favoriser exceptionnellement l'option des râteaux si la situation est trop débattue. Pour faire un petit topo avant de commencer, le râteau en phylogénie c'est un peu l'option de sûreté. C'est quand le matériel qu'on utilise ne permet pas de trancher clairement sur qui est plus proche de qui. Et on va faire en sorte que pour un même nœud divergent plus de 2 branches. Alors attention, ça veut pas dire que pouf, d'un même point il y a eu plein de lignées simultanées qui sont parties, juste que dans l'état actuel des connaissances et de nos méthodologies, on reste prudent et on n'avance pas n'importe quoi sans preuve. Et dans notre cas, ça évitera de prendre trop de risques et on pourra rester soft sans partir dans des explications de 3 heures. Ceci dit, merci à vous parce que vous avez quand même proposé beaucoup de variétés et ça, c'est cool, ça va nous permettre de voir plein de choses. Donc, installez-vous bien, chopez un plaid et un chocolat chaud parce que le café c'est atroce, et let's go! Imaginez que vous remontez le temps, très loin en arrière. Vous voyagez vers un temps où la Terre n'était pas encore celle que vos cartes décrivent. Bien longtemps avant qu'elle porte le premier homme. Imaginez d'autres climats, d'autres arbres, d'autres plantes, des continents en collision, la jeunesse des montagnes et des volcans. Vous avez franchi des millions d'années. Bienvenue à une époque de l'histoire de la Terre nommée cryogénien. Les fossiles d'animaux sont très rares avant 540 millions d'années, mais les estimations d'origine des groupes actuels en font remonter les origines assez loin, dont celle des arthropodes. Pour rappel de ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres, ce sont des animaux qui se développent par des mues successives. Les arthropodes sont des animaux dont l'anatomie est basée sur la division de l'organisme en segments appelés métamères, qui originellement sont identiques et se répètent, chaque segment portant des appendices, eux-mêmes segmentés en ce qu'on appelle des articles. Là où les arthropodes innovent, c'est avec une cuticule devenant structurée en un exosquelette articulé en plusieurs pièces et composé de chitine, une molécule structurale ancestralement commune aux animaux et aux champignons. Cet exosquelette peut en fonction des groupes intégrer des éléments minéraux comme des carbonates de calcium, facilitant leur fossilisation. Les arthropodes développent aussi une paire de grands yeux composés sur leur premier segment, et une tête formant le premier tagme chez les arthropodes, la tête. Tagme étant le nom qu'on donne au rassemblement de segments qui s'organisent dans des fonctions plus spécialisées, comme la locomotion ou la respiration par exemple. À l'époque où nous sommes, la Terre traverse un cycle de glaciation très importante, et c'est pendant la période qui suit, l'Édiacariens, où vont se produire les très grandes divisions menant aux groupes modernes chez la plupart des animaux,
y compris les arthropodes, mais n'allons pas trop vite en besogne. Chez les arthropodes, on distingue les arthropodes, caractérisés ancestralement par la possession d'antennes, conservées ou modifiées par la suite. Pour ça, je vous renvoie au Chelicera-Time sur l'anatomie générale des chélicérates. Mais pour le coup, ils ne sont pas tout seuls non plus. Les arthropodes sont un groupe qui a largement proliféré à partir de l'explosion cambrienne, un phénomène où les archives fossiles voient apparaître la plupart des plans d'organisation des groupes modernes. Les arthropodes voient alors le développement de tout un tas de lignées aujourd'hui complètement éteintes, dont celle des radiodontes, des arthropodes prédateurs se déplaçant en nageant dans le milieu marin, le plus célèbre étant sans conteste le genre Anomalocaris. Anomalocaris était à son époque l'un des plus grands animaux du paysage marin, les fossiles faisant état d'individus atteignant le mètre. Il arborait les traits classiques des radiodontes, deux grands yeux télescopés sur les côtés de sa tête portant une paire de grands appendices raptoriaux rapatriant les proies vers un complexe buccal à même de broyer des carapaces. Connu par plusieurs espèces dont les relations de parenté mériteraient une vidéo à elle seule, ici j'ai choisi l'espèce type Anomalocaris canadensis. Le genre Anomalocaris possédait une large aire de répartition en faisant la terreur de l'époque. On retrouve ces fossiles aujourd'hui au Canada et en Chine, qui étaient des zones assez éloignées de leur latitude moderne. Malgré cet impressionnant arsenal, il finira par s'éteindre au cours du Cambrien, bien qu'il demeure dans l'imaginaire collectif comme le premier de l'histoire du vivant à porter le titre de super prédateur. Le reste des arthropodes est appelé euarthropodes, voulant dire vrai. Supposés trouver leurs origines vers 600 millions d'années à peu près, on y retrouve dedans les lignées modernes d'arthropodes, ainsi qu'un groupe éteint souvent connu au moins de nom pour les fans de pales, les trilobites. Ces arthropodes sont caractérisés par un corps divisé longitudinalement en un céphalon doté d'yeux et d'antennes, un thorax portant les appendices locomoteurs, le tout terminé par un pygidium. Leurs affinités sont compliquées à établir, surtout en l'absence d'appendices buccaux spécifiques comme des mandibules ou des chélicères. Ce groupe d'une diversité colossale a occupé nombre de niches écologiques au cours du Cambrien et de l'Ordovicien, avant de décliner lentement par la suite, le Dévonien étant la dernière période où leur représentation sera importante avant de définitivement se casser la gueule pour disparaître à la fin du Permien. Et en parlant du Dévonien, arrêtons-nous-y dans ce qui deviendra les terres du Maroc. Pour le trilobite représentant du groupe dans cette vidéo, le mignon Wallicerops trifurcatus. Oui, des fois, l'évolution a le sens de l'humour. Ce que j'aime bien avec ce trilobite, c'est que ça casse totalement l'image classique et neutre que vous pouvez en avoir, surtout basée sur des genres comme Calimène, Paradoxides ou encore Phacops, dont il est un parent éloigné. La fonction de cet appendice en forme de trident issu de la glabelle du trilobite est assez mal comprise. Et au sein des plus de 20 000 espèces de trilobites, c'est le seul à présenter un tel caractère. Mais vu l'énergie que traîner un truc pareil demande, il est comparé aux structures que certains insectes peuvent se trimballer, et qui n'ont été favorisées que par sélection sexuelle, un peu comme la roue des pans chez les oiseaux. Par contre, pour autant, un dimorphisme sexuel n'a jamais été avéré chez ces trilobites, par manque de données, et aussi parce qu'il y a d'autres espèces dans le genre Wallicerops, et comme en pâle on n'a que le physique et majoritairement que les parties dures du physique, on peut louper des informations qu'on n'aura jamais. Au cours de l'Édiacarien, bien qu'on n'en ait aucune trace fossile, les arthropodes se diversifient rapidement, et aux côtés des trilobites et des lignées qu'on retrouve aujourd'hui explosent tout un tas de branches éteintes. Les paléontologues travaillent d'arrache-pied à savoir comment cette histoire évolutive colossale a pu se dérouler, ce qui amène à la création de beaucoup de groupes qui me seraient impossibles à décrire ici vu le but de la vidéo et la quantité de choses à poser en préambule. Donc ici, on va faire simple, on va privilégier l'option râteau sur lequel va se brancher Aquilonifère Spinosus. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Découvert au Royaume-Uni et datant du milieu du Silurien, il est interprété par les personnes qui l'ont décrit comme un mandibulate très ancestral. C'est le groupe qu'on va commencer à voir juste après, un peu de patience. Et j'insiste sur le interprété, puisque c'est surtout la phylogénie de l'étude qui suggère ça, avec un plan d'organisation ne ressemblant pas à grand chose d'actuel, à part qu'on distingue une grande antenne à l'avant, classique des euarthropodes. Il s'agirait d'un arthropode de taille petite à moyenne, pour environ 2 cm de la tête au cul, qui malgré son physique assez improbable est assez bien connu des paléontologues en fait, puisque vous le verrez directement en tapant le nom de l'animal sur Google, on dispose d'un scan en 3D du fossile, en donnant un aspect très complet. C'est aussi un cas assez particulier dans le cas des soins aux jeunes, puisqu'une dizaine de petits arthropodes sur son dos sont interprétés comme des jeunes attachés sur l'adulte. Et si ça se confirme dans les prochaines années, ça serait vachement beau. Au cours de l'Édiacarien, même si, comme d'habitude, on n'en a
requins fossiles, émerge un groupe appelé mandibulates, qui après l'antenne des œufs arthropodes, voit l'apparition d'une structure nouvelle qui devrait vous dire quelque chose, la mandibule. Ce sont des appendices qui sont liés au fonctionnement de la bouche, composés de peu d'articles en général, et qui peuvent prendre des fonctions broyeuses, coupantes ou encore raptoriales. Courant cambrien, un groupe avec des représentants modernes se dissocie du reste des mandibulates. Ce groupe colonisera le milieu terrestre pendant les périodes suivantes en développant des trachées, des petits tubes parsemant le corps et amenant l'air dans l'organisme, et se distingue du reste des arthropodes terrestres par leur nombre de segments corporels complètement pétés et équipés de myriades de pattes. On les appelle à juste titre les myriapodes. Encore vivants aujourd'hui et vulgairement, abusivement appelés mille-pattes, parce que c'est une appellation qui est plus restrictive normalement, on y retrouve de nombreuses lignées, dont celle des scolopendres, et plus précisément de la scolopendre géante. Scolopendra gigantea. Les scolopendres sont en général des prédateurs d'arthropodes et sont pas forcément très grands. Mais cette espèce géante s'attaque sans problème à des vertébrés comme des grenouilles ou des souris pour ceux qui en élèvent en captivité. Je vous passe les images parce que c'est assez hard quand même. C'est un animal pouvant vivre une décennie, très vif et rapide, doté de crochets venimeux appelés des forcipules. Donc oui, en plus de faire 25-30 cm de long, d'être très agressif, c'est une bestiole venimeuse. Alors, elle est pas belle la nature. Alors après, pas de panique, la plupart d'entre vous n'en verront jamais de sauvage, puisque c'est une espèce qui vit principalement en Amérique du Sud, un petit peu loin de la France métropolitaine quand même. Les scolopendres sont des arthropodes particulièrement intéressants puisqu'ils font partie de ceux qui prennent soin de leurs jeunes, c'est rare pour être souligné quand même. La mère veille sur des bébés identiques à des adultes, qui parfois finiront par la bouffer en prenant leur indépendance. Les arthropodes, vous vous attendiez à quoi en même temps? Mais si vous pensez que ça c'est gros, remontons un peu dans le temps si vous le voulez bien. À l'exception des scolopendres, le reste des myriapodes sont à tendance végétivore, y compris les vrais mille-pattes, les diplopodes, caractérisés par 2 paires de pattes par segment, à l'exception des 3 premiers segments, qui n'en portent qu'une. Et c'est comme ça que je vous introduis au plus grand arthropode en milieu terrestre, imbattu depuis plus de 300 millions d'années, Arthropleura armata. Arthropleura est en général bien connu, mais parlons-en quand même, parce que de ses plus de 2 mètres de long, oui ça fait 1000 pattes de la taille d'un alligator subadulte, tout va bien, cet arthropode a quelques idées reçues qui le suivent depuis bien trop longtemps, et malheureusement en partie colportées par la BBC qui a permis à plusieurs d'entre vous, moins comprises, de connaître cette bestiole. Déjà au niveau régime alimentaire, Arthropleura est largement considéré comme un végétivore maintenant et non comme un prédateur. Des restes végétaux et des spores fossilisés ont même été retrouvés au niveau du tube digestif. C'était donc un gentil géant et il n'avait pas les forcipules de scolopendre que la BBC lui case à chaque fois. Diplopodes et scolopendres sont 2 lignées très différentes et que presque tout oppose chez les myriapodes. Et puis bon, un dernier point que j'aime bien répéter, les mandibules d'Arthropleura, on les a pas. Donc là, on prend des mesures de précaution, et on va considérer Arthropleura comme un gros pépère végétivore, déjà parce qu'il y a des preuves physiques que la consommation d'animaux n'était pas ce qui était le plus au menu, comparé au reste végétaux, mais aussi on n'a aucune preuve d'un développement de l'animal pour une activité de prédation, entre autres au niveau des mandibules par exemple. À part ça, Arthropleura armata est l'une des espèces géantes phares de la fin du Carbonifère et est très bien connue par des fossiles très abondants partout dans l'hémisphère nord actuel, des pistes d'empreintes lui étant même attribuées en Écosse, bref un animal choupinet comme tout. Et maintenant on va pouvoir entrer dans une partie qui vous parlera peut-être un peu plus puisqu'on va parler de pancrustacés. Ouais ça parle hein. Là un peu d'étymologie est utile, pan c'est un préfixe qui veut dire tout, la totalité. Donc, pancrustacés, ça veut dire tous les crustacés. C'est un groupe dont les origines remontent avant le Cambrien, et qui est d'une importance écologique colossale, puisqu'au niveau terrestre, on y retrouve les insectes. Mais pour l'instant, on va plus aller voir le côté crustacé. Le terme crustacé désigne tout un tas de groupes, mais quand on en parle couramment, on parle surtout des malacostracés, apparus sûrement un tout petit peu avant le Cambrien, qui représentent la grande majorité des crustacés mobiles et plurimillimétriques. Leur anatomie comporte une tête suivie d'un thorax, aussi appelé le péréion. Chez pas mal d'espèces, on regroupe en général la tête et le péréion en un céphalothorax.
Par exemple, ça marche bien chez les crevettes, mais pas nécessairement chez les autres groupes. C'est toute la partie porteuse des antennes, pièces buccales et pattes locomotrices, qui est suivie d'un abdomen aussi appelé pléon, où les appendices servent à la respiration et sont appelés pléopodes. Les malacostracés comportent plusieurs groupes, ici on se concentrera plus spécifiquement sur ce qu'on appelle les œufs malacostracés. Et quand on dit crustacés, on pense à marins. Logique, c'est là que tout a commencé et que ça continue en général dans vos assiettes. Mais il y a des crustacés bien terrestres, auxquels on pense jamais, les cloportes, dont le cloporte commun, Armadillium vulgare. Et oui, beaucoup en les trouvant dans la litière forestière les prennent pour des insectes un petit peu chelous, mais ils conservent bien leurs traits de crustacés, à commencer par leur nombre de pattes, 14, soit largement plus que les insectes. L'abdomen porte lui les structures reproductrices et respiratoires. J'en avais ramassé un en forêt à un moment, donc quand le confinement sera levé, faites de même en fait, c'est super intéressant à observer comme animal. Bon, il est possible aussi que j'avais pas fait gaffe avec mes gros doigts et qu'il était plus très vivant au final, mais ça on va pas en parler. Ce qui est génial avec les cloportes d'une manière générale aussi, c'est au niveau de la respiration. Chez les arthropodes, on respire soit par des branchies pour les formes aquatiques, des trachées, traquées, qu'on retrouve chez les myriapodes, les insectes par exemple, des poumons en forme de lamelles qu'on retrouve chez les arachnides, qui ont aussi des fois des trachées, ou des fois même il n'y a quasiment pas de système respiratoire. Ça existe chez des formes aquatiques et ça existe aussi chez quelques formes terrestres. Et les cloportes en fait, c'est assez particulier, vu que eux, pour la respiration, ça se situe au niveau de l'abdomen. Ils ont des pléopodes qui sont modifiés, et on appelle ces structures des pseudotrachées, où en fait, c'est des structures qui sont faites pour fonctionner en milieu aquatique, normalement, mais ils retiennent une fine pellicule d'eau pour pouvoir faire tampon, pour faire en sorte que le système fonctionne comme si on était plus ou moins dans un milieu aquatique. D'une manière générale, les malacostracés restent quand même affiliés au milieu marin, et courant silurien se distingue le groupe des pléociémates. Chez ce groupe, assez vaste, qui fait partie des décapodes dont ils héritent 10 appendices céphalothoraciques, les œufs incubent en étant sur les appendices abdominaux des adultes, les pléopodes. Et s'il y a des pléociémates bien connus, ce sont les crabes. Et oui, je dis bien les crabes et non le crabe, parce que les crabes, il y en a plein de sortes, dont Michel, qui est dans mon congélo. Alors petit upgrade déjà pour vous dire l'espèce de Michel.le, c'est un tourteau commun, Cancerpagurus, un crabe qui est très commun, mais l'upgrade c'est surtout pour vous dire que contrairement à ce que j'avais enregistré il y a quelques mois, maintenant Yel n'est plus dans le congélo et a bien été vidé, donc j'attends un tout petit peu qu'il soit bien prêt et tout ça, et vous le verrez prochainement dans le nouveau décor des vidéos. Et ici on va parler de Calapa granulata, le crabe honteux qui vit sur les côtes européennes. Comme chez tous les crabes, l'abdomen est réduit et replié sous le céphalothorax, qui est la seule partie qu'on voit en général de l'animal, vu que c'est pas vraiment dans ses mœurs de se déplacer n'importe comment. Il doit son nom à ses grandes pinces qui, lorsqu'elles sont au repos, donnent l'impression qu'il se cache derrière. Ces pinces lui servent à la prédation principalement pour les mollusques dont il se nourrit. Il peut atteindre une taille sympathique d'une dizaine de centimètres de diamètre, ce qui est pas mal, et vit dans de grandes étendues sableuses, de préférence peu perturbées par les activités humaines. Les pléociémates comportent de nombreuses autres lignées, dont celle de Pagurus bernardus, aussi appelé Pagure ou tout simplement Bernard l'ermite commun. Comme tous les Bernard l'ermite, il ne fait pas exception à la règle, il s'accapare d'une coquille abandonnée. Ou des fois autre chose, merci Homo sapiens, ton impact sur cette planète est si bénéfique qu'il changera en fonction de sa croissance. C'est une espèce qui est détritivore et très fréquente sur le littoral atlantique européen, absente de la Méditerranée, et qui s'associe fréquemment avec l'anémone Caliactis parasitica. Cette dernière, en s'installant sur la coquille, apporte un bonus de protection à l'arthropode, qui fait bénéficier de sa faculté de déplacement à l'anémone, qui en profite pour avoir accès à davantage de particules alimentaires en suspension dans l'eau. On va boucler ce tour des crustacés avec un retour aux fossiles, direction le Jurassique moyen en Normandie pour les falaises des Vaches Noires. Ce grand ensemble géologique renferme une partie de l'histoire géologique du Jurassique et du Crétacé français, à des moments où la France était en partie sous l'eau. On y retrouve quantité de fossiles pour les strates jurassiques, dont des crustacés comme Erima villersi. C'était un crustacé qui devait faire un peu moins d'une dizaine de centimètres, et qui fait partie d'un genre assez répandu pendant le Jurassique et le Crétacé un peu partout dans la partie nord de la Pangée, à l'époque en cours d'éclatement. Et un petit point un peu plus terrain, si vous voulez aller chercher des fossiles de vaches noires, c'est possible. Les vaches noires sont un ensemble géologique de plusieurs kilomètres de long qui regorge de fossiles, mais par contre, ne montez pas sur les falaises. Déjà parce que c'est interdit,
et vous encourez des sanctions et des amendes en y allant. Et puis c'est surtout parce que c'est des falaises en bord de mer. Des trucs pas vraiment stables. Bref, vous pouvez vous casser la gueule ou vous faire emporter dans une coulée de boue et y rester si vous voulez que je sois plus direct. Donc on prélève rien dans la falaise, on reste sur la plage en ramassant les trucs qui y sont ou qu'on peut trouver dans les coulées de boue à proximité de la plage et qui sont immobiles. Et on fait gaffe à où on marche parce qu'on est en littoral quand même. Et c'est sur ces mots qu'on va arrêter la vidéo parce que les vaches noires méritent bien plus de vidéos vu comment c'est vaste. Parce qu'on est à mi-parcours de la vidéo et que c'est déjà suffisamment dense comme ça. Peut-être que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi dans les Calicera Time, je vais aussi lentement pour décortiquer l'arbre branche par branche. Pour la deuxième vidéo qui arrivera dans une semaine, le temps de vous laisser digérer cette vidéo, on sortira entièrement de l'eau pour parler uniquement de groupes terrestres, même pour certains volants. Vous l'avez compris, on parlera comme annoncé en intro, des insectes et des arachnides, deux groupes que leur histoire oppose totalement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la musique, aimez, commentez, partagez, vous abonnez, tout ça c'est vous qui voyez. Sur ce, c'était Moss et on se dit à la prochaine.